mais je suis tellement contente Non, de mais ça. tu vois. Et c'est génial. Bon, Fabienne, bienvenue. Comment Merci. ça Ça va bien, Mathéo? va? Ouais, bon, bah écoute, on est au dernier jour du salon, Ouais. Reluxury. Donc, je te laisse te présenter et tu nous dis un peu qui est cette personne, c'est moi. Et vous allez voir, son parcours il est quand même très très intéressant pour le passionné. Alors c'est vrai que j'ai passé 25 ans de ma vie dans l'horlogerie. J'ai été pendant 22 ans la présidente, la directrice générale de la Fondation de la Haute Horlogerie, qui est donc l'organisateur du Salon international de la Haute Horlogerie à Genève, qui s'appelle maintenant Watches and Wonders. Donc j'ai fait grandir le salon toutes ces années et j'étais également donc la cofondatrice, j'ai participé à la création de la Michelangelo Foundation, qui est une fondation pour la préservation des métiers d'art et qui a fait cet événement sublime à Venise qui s'appelle Homo Faber, qui est une biennale des métiers d'art. Okay. Donc pour la promotion des savoir-faire et des métiers d'art dans tous les domaines, pas seulement dans l'horlogerie. Ouais. Donc j'ai passé 25 ans dans le luxe et puis après toutes ces années, je me suis dit il y a vraiment une industrie qui doit être exemplaire dans la circularité et une nouvelle manière de consommer, c'est le luxe. C'est-à-dire que le luxe, c'est la qualité, c'est la réparabilité, c'est la transmission. Et donc m'est venue l'idée du salon Reluxury, qui est le premier salon de la deuxième vie de l'économie circulaire dans le luxe. Ouais, et donc c'est le premier salon c'est le Pre-Loved Luxury Show, qui rassemble à la fois des montres, des bijoux, de la mode, des accessoires. Et puis avec notre partenaire cette année à Paris qui est Barnes, puisque 90%, 90% de ce qu'ils vendent, c'est du pre-loved, pre-owned, des propriétés, des châteaux, des chalets, des vignobles, voilà. Des beaux biens quoi. Des beaux biens, voilà, des belles propriétés. Ouais. Mais donc du coup, c'est à force d'avoir bossé dans le luxe comme ça, genre que dans le neuf, tu t'es dit qu'il y a un problème dans le monde de l'occasion, mais c'est très nouveau pour toi du coup. Alors c'est totalement nouveau, pour moi c'est un nouvel univers, mais c'est un univers qui m'a complètement convaincue parce que d'abord je suis maman de millennials et mes enfants me disent mais maman c'est complètement ringard d'acheter neuf, on doit préserver notre planète, on doit consommer mieux. Et aujourd'hui c'est vrai il y a des trésors qui ont été fabriqués, il y a des pièces iconiques incroyables, nos coffres-forts en sont pleins, nos dressings en sont pleins, débordent et il y a des magnifiques histoires à raconter, à remettre ces pièces dans le circuit. Et donc pour moi effectivement c'est nouveau, mais j'adore cet univers parce que je suis fan de belles histoires et de produits iconiques et en plus avec vous, jeune génération de marchands on va dire de montres vintage, vous l'illustrez complètement. Mais tu sais, je vois totalement ton discours par rapport à ça, par rapport au côté écologique, etc. Mais moi, tu vois, quand on m'a posé la question de la circularité, là, quand on a créé le salon, etc., mon avis pour les millennials, parce qu'en plus, c'est ma génération, moi, je suis un 2000 tout pile. Je pourrais être ta mère, c'est clair. Arrête de dis pas des bêtises comme ça. Mais en tout cas, nous, les jeunes, tu sais pourquoi on se lance aussi dans l'occasion, dans le vintage? Pas forcément pour ce côté, ce serait vraiment trop langue de bois de dire oui, c'est pour l'écologie, non. Le luxe devient cher, tout devient cher aujourd'hui. Et on est quand même dans un monde un peu de paraître. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, les gens, ils veulent avoir des belles choses, posséder des belles choses de qualité. Mais malheureusement, quand tu vas dans... Ils n'ont pas les moyens, forcément. Non, et aussi que toi qui as bossé dedans, toutes ces grandes maisons aujourd'hui ferment les portes à cette nouvelle génération. Ouais. Qui leur a malgré tout donné un coup de pouce énorme. Si tu regardes depuis 2015-2016, je sais pas trop les chiffres, j'étais encore au lycée. C'était vraiment cette génération-là qui a poussé tout ce monde du luxe à une nouvelle jeunesse, sauf qu'on leur ferme totalement les portes, donc les gens se rabattent un peu, c'est comme ça que je le vois, sur l'occasion. Et c'est comme ça que moi, mes nouveaux clients, ça commence à 16 ans maintenant. Waouh, c'est impressionnant. Ça commence à 16 ans. 16 ans. Mais moi j'ai un fils de 17 ans et alors pas lui parce que c'est moi qui paye, mais ses copains, ils achètent déjà. Ils achètent du vintage et des montres, tout à fait, complètement. J'ai un client, je me rappelle, il passait me voir pendant un salon, ça m'a fait super plaisir, à Levallois. Il a commencé à 16 piges avec son premier contrat d'apprenti, avec une petite Omega de ville, tu vois, à 500 €. Bah écoute, je l'ai revu 6 mois après, il avait un peu coffré d'argent, il est reparti avec une Rolex. Il m'a revendu celle-ci, il est reparti avec une Rolex à 16 ans. Wow. À quel point, en fait, maintenant, il y a une vraie... En fait, il y a ce côté investissement. Exact, il y a ce côté investissement et deal. Et deal aussi, c'est-à-dire ils sont vraiment, ils adorent ça. Je veux dire, c'est aussi les médias, les réseaux sociaux qui font qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement connectés, sursollicités, ils sont au courant de tout. Ouais. Et puis c'est ce côté j'achète, vends, le côté du deal, je fais une bonne affaire. Ouais. Et puis revente, ça c'est vraiment assez, révélateur et emblématique de cette génération.
comment tu penses, comportement des nouvelles marques envers les jeunes, envers cette nouvelle clientèle en fait. Comment tu le ressens toi, ça? Toi qui les as vus, toi qui les as côtoyés, toi qui as fait tous les drops de Rolex, fait tous les drops. Bon, on va pas citer toutes les marques, on est encore un moment. Comment tu peux ressentir? Comment tu ressens? Parce que moi je trouve vraiment ça super fermé et c'est dommage. Mais ça reste encore très élitiste, ça reste très statutaire en fait. Toutes ces grandes maisons de luxe restent statutaires et on a du mal à se sentir connecté parce qu'effectivement vous avez, tu vois, tu parles de luxe, tu as des pièces incroyables à vendre, non mais c'est vrai, qui valent très cher aussi, mais tu as une manière de les présenter, on n'a pas peur de pousser la porte, tu vois, de ta boutique. Aujourd'hui, pousser la porte de ces grandes maisons, souvent c'est super impressionnant. On se sent pas chez soi en fait, on se sent pas attendu. Et ça c'est un gros travail que les maisons de luxe doivent faire, qu'ils font beaucoup dans leur communication, c'est-à-dire que leur positionnement en termes de communication, ce côté un peu jeunes, et en même temps, ça ne se traduit pas forcément dans la réalité du bâtiment, quoi. Enfin, je veux dire de la boutique et quand tu pousses la porte, quoi. Mais je crois que, en tout cas, ils savent évidemment tous que vous êtes les clients de demain. Vous êtes leurs clients, donc de toute façon, ils doivent apprendre et ils sont sur ce travail de vous engager, quoi, d'être vraiment, de débuter cette conversation forte et intéressante avec vous, ça c'est sûr. Et j'ai remarqué qu'il y a aussi un autre problème, mais ça, moi je parle beaucoup de problèmes, mais c'est intéressant de pouvoir essayer de les dénouer, tu vois. J'ai remarqué un truc parce que moi aussi j'ai bossé dans le retail de luxe, je t'en avais peut-être parlé, je crois. Non, je crois pas. J'ai bossé un peu dans le retail de luxe. D'accord. Et j'ai remarqué en fait que les connaissances se perdent de plus en plus sur le produit. Tu veux dire les vendeurs? Ouais. Et je l'ai revu là petit à petit parce que là moi j'ai fait une formation, j'ai voulu faire un truc de recrutement, tu sais, dans une école de luxe. Bien sûr. C'est catastrophique. Ouais. Alors, c'est pour ça que, alors là, je prends mon ancienne casquette parce que j'étais présidente de la Fondation de la Haute Horlogerie. On avait créé la FHH Academy, qui est une école, quoi, qui permet la formation, notamment des vendeurs. Parce que c'est vrai que c'est primordial de connaître son produit et d'être capable de le vendre et d'être capable de raconter l'histoire, de raconter les savoir-faire qu'il y a derrière, toute la, je veux dire, les complications aussi, parfois de certains des mouvements, il faut être capable d'expliquer son produit. Et c'est vrai qu'à un moment, l'industrie horlogère, enfin le business de l'horlogerie a tellement explosé que moi j'ai connu des vendeurs, ils étaient avant des vendeurs de chaussures, ils se sont retrouvés vendeurs de montres. Et c'est pas la même chose. Avec tout le respect que j'ai pour les vendeurs de chaussures. Mais... En fait, c'est très technique. C'est super technique. Exactement, c'est très technique. Après, donc c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est un produit qui s'apprend, qui s'appréhende et qu'il faut comprendre et qu'on doit intégrer. Et qu'on doit être capable d'expliquer. Et le client, après, il a l'émotion qui arrive, le désir qui arrive, et puis la vente se fait. Mais c'est vrai que tu as raison. La question de la compétence et de la connaissance technique, voire même historique, parce que c'est important aussi de connaître aussi tout l'environnement, de connaître les marques, de connaître les produits, de connaître l'histoire, de connaître d'où vient cette création. Et souvent, effectivement, les vendeurs n'ont pas forcément cette capacité. Ils vont juste te dire, ah, t'as vu, elle est belle, hein? Oui, elle est belle, oui. Certes. Je te jure. Par contre, c'est trop bien ce que tu viens de dire là, genre, je suis trop content et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être contents parce que là, tu as fait la promotion d'un autre truc que moi je connaissais grave pas. J'ai honte, mais. La Fondation de la Haute Horlogerie? Non, t'arrêtes. Ils sont là. Arrête. Vous me tapez ou quoi? Non, la formation pour les jeunes, là, il faudra qu'on mette un lien, il faudra que tu me donnes les infos et tout. Comme ça, je le donnerai à tous ceux parce que je sais que j'ai beaucoup de jeunes moi, qui m'envoient des messages qui me disent, comment on fait pour venir dans les mondes, comment on fait dans les en France, la Fondation de la Haute Horlogerie a un représentant qui effectivement est en charge de déployer toutes les formations et tu peux même être certifié, c'est-à-dire qu'ils ont comme un TOEFL de l'horlogerie où tu peux avoir des questions, etc. Et tu as un niveau, proficiency, expert, etc. Donc tu es vraiment, tu dois le passer. Ouais, je vais le passer. Vas-y, je vais le passer. On va faire une vidéo où je vais le passer. Toujours, c'est vrai, pourquoi pas? Je vais te présenter Olivier Talon qui s'occupe de ça sur la France. Avec plaisir. Mais comme ça, moi, pour tous ceux qui voulaient savoir comment on commence à entrer dans ce milieu, moi, j'ai pas ce parcours-là. Moi, si je veux faire un peu de parcours, j'ai fait du retail un peu. Après, il y a eu le Covid, etc. Donc, c'était un peu plus compliqué de refaire dans le retail. Bien sûr. Et j'ai monté ma première boîte, c'est dans l'import de montres et je les vendais en B2B.
Et après, j'ai rencontré mon associé et de là, on a monté la première boutique, deuxième boutique et on commençait avec des montres qu'on achetait genre sur Vinted, tu vois. Ah ouais. Et donc du coup, en fait, on est vraiment dans… Bon, après lui, il est horloger, Claude, celui que tu as pu voir. Ouais, bien sûr. Donc nous, on est vraiment dans l'autodidasme pur et dur dans le vintage et beaucoup de personnes, grâce à Internet, grâce à sa documentation qui commence à être de plus en plus fournie par les marques et par les collectionneurs, en fait, on a réussi à se faire vraiment une culture en premier lieu. Bien sûr. Et après, la place, oui, tu te l'as fait petit à petit. On est arrivé pendant que c'était encore de niche. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est beaucoup dans l'autodidasme. Et c'est vrai que là, avoir une formation qui les encadre, c'est formidable. C'est trop bien. Ouais. Très bien. Voilà. Moi, mais je suis content. Non, je suis très très content de t'avoir là. Déjà, c'est la première fois qu'on fait un podcast. Exact. Et que c'est la première fois sur ma chaîne aussi. Ouais. Mais et toi, qu'est-ce que tu ressens de ce salon, du coup, là, tes premières Alors ce salon, donc moi j'en avais déjà fait un Reluxury en 2022 à Genève, à l'hôtel Président Wilson, pendant les ventes aux enchères de Genève et pendant le salon J'aime Genève. On avait une très très belle clientèle et un très beau succès, avec 4000 visiteurs en 4 jours. Ouais. Pour Genève, on était très 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 contents, nos exposants avaient très bien travaillé, c'était une première étape, on va dire. Ouais. Mais là, je pense qu'on a pris une marche importante, supplémentaire, puisqu'on est au Carrousel du Louvre à Paris. Paris, quand même, qui est la capitale mondiale du luxe. Donc Paris doit devenir la capitale mondiale du reluxe. Ouais. Parce qu'encore une fois, s'il y a une industrie qui doit être exemplaire dans la circularité, dans le cycle de vie des produits, dans la transmission, dans l'héritage, c'est bien le luxe. Ouais. Parce que c'est la qualité, c'est la réparabilité et c'est la transmission. Ouais. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment important. Et donc, on est là depuis, c'est le 3e jour. Ouais, on a déjà eu, les 2 premiers jours, on est à plus de 6000 visiteurs. C'est énorme et aujourd'hui on attend encore une grosse journée, une très belle clientèle et je crois que les exposants qui sont présents, donc ils sont soit des marques, Breitling par exemple a lancé son programme Certified Pre-Owned qui s'appelle Breitling Rewind où ça y est, il lance en direct vraiment la possibilité de racheter, de remettre en état et de revendre des montres iconiques de Breitling. Ouais. Donc ils sont présents sur le salon, ils ont fait l'honneur d'être présents et de lancer leur programme. C'est la seule marque là qui a fait l'effort de… Oui, exactement. Mais on est en discussion avec plein d'autres et je pense que voilà, on a en tout cas donné envie à plus d'autres très belles maisons qui m'ont dit qu'elles seraient présentes avec nous l'année prochaine. Donc c'est très encourageant. Donc c'est des marques de montres, des marques de joaillerie. On a une très grosse section de marchands de bijoux anciens, bijoux vintage, qui sont donc nos partenaires du salon J'aime Genève à Genève, comme son nom l'indique, qui est un salon donc pierre, diamants et joaillerie, bijoux anciens, joaillerie vintage, avec donc des pièces assez exceptionnelles. Ouais. Et nous avons aussi des plateformes, bien sûr notre main partner qui est eBay. eBay aujourd'hui est la plateforme leader mondiale dans tout ce qui est luxury au niveau des montres, des bijoux, du fashion. Nous avons même des pièces détachées. Nous avons même des chemises d'Elton John à vendre au bénéfice de l'Elton John Foundation. Okay. Donc c'est vraiment des chemises d'Elton John. Il les a portées. Voilà. J'aime bien la voilà, exactement. Donc on a vraiment toute une diversité. Des plateformes aussi, des marchands type 58 facettes, Castafiore, Rivlux, des maisons de vente aux enchères comme Drouot, Antiquorum, Piazza. Iconique, voilà. Ouais, beaucoup de maisons d'enchères. J'ai maison de vente aux enchères. C'est vraiment tout cet univers, on va dire, du relux, quoi. Donc, soit du pre-loved, pre-owned, mais également des maisons et des startups dans la circularité. Ça, c'est très important pour moi, parce que par exemple, ID Genève est présent aussi. Et ID Genève, c'est une maison typiquement circulaire, puisqu'ils sont 100% recyclés, 100% recyclables. Ouais, j'avais pu comprendre sans les voir. Voilà. Je te jure, c'est les seuls mots. Et il faut juste savoir quand même que c'est Leonardo DiCaprio qui a investi dans ID Genève. Ah ouais? Ouais, et c'est une très très belle maison qu'il faut aller voir. Ils font des montres sublimes, mais 100% circulaires. Voilà. Donc on a à la fois du pre-love, pre-owned et de la circularité. J'aime Paris, la même chose au niveau des bijoux. Okay. Et on a surtout toute une section aussi sur les startups. Donc c'est vraiment tout l'écosystème autour de la deuxième vie, la circularité, la blockchain, les passeports digitaux comme Watch Certificate. On travaille avec eux. Exactement. Donc qui garantissent en fait ce business de la deuxième main et qui vont rassurer quelque part le client, parce que quand tu achètes online une pièce,
tu as envie d'être sûr qu'elle soit authentique. Et du coup, le fait d'avoir un certificat d'authenticité encrypté dans la blockchain qui te permet vraiment d'avoir tout l'historique de la pièce, ça c'est vachement rassurant pour le client, quoi. C'est ça, en plus c'est que des experts, qui sont inter, des gens qui ont travaillé dans les grandes maisons, etc. Donc on a aussi tout cet écosystème présent sur eLuxury et également des artisans, parce que c'est très important d'avoir des artisans capables de réparer et de restaurer. Voilà. On a Bagage Collection qui répare, qui restaure les malles Louis Vuitton. Un travail incroyable. On a l'Art du Temps qui répare, restaure, il fait le service après-vente de vos montres. Et voilà, donc c'est très très intéressant de venir. Il y a des artisans incroyables. On a Atelier Emeraude qui upcycle des vêtements, Custom & Color qui est capable de personnaliser tes chaussures, tes sacs, customiser. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de redonner vie aux objets. Ouais, mais j'aime bien moi cette communauté, cet espace un peu communautaire où toutes les activités se rassemblent. C'est vraiment sympa, c'est ce que j'ai beaucoup aimé sur le salon. Par contre, il y a une question qui m'importe dans mon business. Dis-moi. Et moi je peux même la mettre en caméra, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle confrontation? Ça va être clairement, moi je le ressens comme ça en tant que businessman, d'avoir des compagnies dans le vintage. C'est que là, depuis 2 ans, je vois arriver justement les programmes CPO que tu vois de Breitling. Je trouve ça super qu'ils viennent proposer leurs produits. Bien sûr. On a rencontré, tu m'as présenté les CPO d'Audemars Piguet. Exactement. C'était assez enrichissant. Bon, j'ai pas eu le temps de trop parler avec eux. Faudrait que je. Mais tu vas les reconnecter. Ouais. Tu les connais maintenant. J'ai pas leur carte. Je te donnerai un contact. Mais en fait, je trouve super intéressant cette confrontation entre nous, les nouveaux marchands, tu vois. Bien sûr. Qui avons un peu redonné ce côté niche, ce mouvement, et donc c'est pour ça qu'ils reviennent à la charge, parce que vu que leurs produits sont de plus en plus exclusifs, ça revient sur la première question que je t'avais posée, et ils se sont remis dans leurs archives, ils se sont ressortis la tête de l'eau pour sortir ces programmes de CPO, pour remontrer que leur marque était présente depuis des années, qui redorent leur image. Mais qu'est-ce que tu penses de cette confrontation entre eux et nous, les nouveaux marchands? Parce que du coup, ça va créer une nouvelle concurrence, encore une fois. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Parce que l'exemple que tu donnes, c'est la même chose entre le wholesale et le retail. C'est-à-dire avant, les marchands multimarques de montres neuves, et puis quand les marques se sont mis à faire leur propre réseau de distribution qu'on appelle le retail. C'est la même chose. C'est-à-dire c'est la marque, elle est à la fois fabricant et revendeur. Et voilà. Donc, et finalement, aujourd'hui, ça cohabite bien. Parce que tu as des marques, quand tu vas dans une boutique Breitling, pour prendre Breitling, ou Audemars Piguet, tu vas dans la boutique, c'est ce que tu veux, et tu t'adresses à la marque en direct. Maintenant, quand tu vas dans un wholesaler, tu as l'expérience, la vision globale de toutes ces marques, peut-être un service et une connaissance peut-être bien plus pointue de la globalité du secteur. Donc tu vas chercher autre chose. Ça dépend de la formation. Oui, mais exactement. Mais tu vas chercher autre chose. Et ça veut dire que tu n'es pas forcément arrêté sur une marque si tu vas chez un wholesaler. Et donc de la même façon, toi, pareil, tu as des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent. Et donc ils vont peut-être aller au programme CPO de la marque parce qu'ils savent exactement ce qu'ils cherchent. Mais peut-être qu'ils ne vont pas le trouver. Et donc du coup, ils vont peut-être venir chez toi parce que toi, tu auras la pièce qu'ils cherchent. Et s'ils ne sont pas forcément convaincus de la marque ou de la pièce qu'ils cherchent, toi, avec ta connaissance du marché, tu vas pouvoir les conseiller, les orienter, les aider à créer cette collection. Et peut-être qu'ils voulaient, je sais pas, je dis une Royal Oak, et puis finalement ils vont repartir avec toute autre chose. Parce que tu leur auras dit, ok, peut-être que tu veux ça, je l'ai pas, c'est très bien, mais il y a aussi ça qui est très intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je pense qu'on peut tout à fait cohabiter. C'est pour répondre à la question. Ouais, c'est la cohabitation. Non, mais c'était grave pas négatif parce que moi, en fait, j'ai un souhait complet. C'est que les marques laissent la chance un peu aux marchands. Bien sûr. Ils sont un peu les précurseurs du nouveau vintage. Complètement. De ces programmes-là, de remettre en valeur, c'est vrai. Moi, mon rêve, ça serait que les marques comme Audemars, les Panerai, etc., on collabore ensemble. Mais vous êtes leurs meilleurs ambassadeurs. Vous êtes leurs meilleurs ambassadeurs. Alors hier, nous avions Jean-Marc Pontroué, le CEO de Panerai, qui était sur le salon. Je te l'ai amené ou pas? Tu me l'as amené, voilà, je te l'ai présenté. Il a parlé de nous, ses équipes, on verra ça plus tard. Mais c'était un amour, j'ai vraiment passé un bon moment. Il est adorable. D'ailleurs, la Panerai directement, elle est partie, c'est très drôle, c'est des amis à lui qui sont venus l'acheter. Sérieux? Mais il n'est pas au courant et ils ne savent pas qu'on les rencontre. Mais c'est très très rigolo. C'est une très bonne amie à lui, son mari a acheté la Panerai que j'avais en vitrine. C'est très très rigolo ça. Ok, très bien. C'est un ami, c'est un ami. Tout le monde est ami dans ce milieu. Bah oui, on est tous des amis. On est tous copains. Personne ne se déteste.
Personne. Tout le monde s'aime. Sauf 2-3 marchands. On est tous pre-loved. On est tous pre-loved. Ouais, je te jure. Mais en tout cas, ouais, moi, c'est vraiment mon plus grand souhait dans ce sens-là, c'est que les marques de luxe, en fait, fassent de plus en plus confiance aux marchands comme nous. Parce que des fois, ils nous ont quand même beaucoup limités à l'époque. Mais là, avec ce qui se passe, nos connaissances, bon, après, on n'est pas les plus formés, tu vois. Mais leurs vendeurs non plus des fois, comme on disait. Mais ouais, moi c'est vraiment cette cohabitation que j'aimerais qu'il se passe en douceur, parce qu'on peut voir aussi que du coup par rapport à leur image de marque, les prix, encore une fois, on va revenir au problème que ça va taper. On va pas donner d'exemple, mais genre un Daytona, genre, ça c'est entre nous, ça sera pas mieux. Genre un Daytona, là, quand tu le sortes en pre-love, en CPO chez Rolex, tu le sortes à 45 000. Waouh. T'as un peu regardé ça ou pas? Tu t'es renseigné? Ouais, folie. Et j'avais parlé avec des gens qui avaient organisé le CPO de Rolex, des Genevois qui s'étaient passés me voir. Je trouve qu'il y a encore un truc manquant. En fait, ils essaient vraiment de récupérer des parts de marché, mais encore une fois, ils le font pas bien. Non, c'est pas une question de ne pas le bien faire, ils font quand même. Je pense pas à ça. Mais en fait, ils se concentrent encore une fois sur une. Ça marche. Sur une clientèle très pointue. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, complètement. Ils vont pas chercher l'access, quoi. Enfin, ils cherchent toujours pas l'access. C'est ça le problème. Pour moi, il est là. Parce que avoir la marque qui revient dans son vintage, enfin qui revient dans son histoire, je trouve ça incroyable. C'est même trop bien. C'est même rassurant, c'est comme les bagnoles de collection, c'est incroyable. Mais le fait en fait qu'ils sachent toujours, après c'est du luxe, mais qu'ils aillent toujours chercher le plus haut du haut du haut, c'est là où moi je vais en prendre. Ça c'est mon avis perso. Ça c'est vraiment un truc que je voulais parler avec Fabien, parce qu'on en avait à peu près parlé, pas de CPO, mais tu sais de comment les anciens marchands, comment le luxe était catégorisé par rapport à la nouvelle génération. Bon après moi je m'en fous. Plus c'est négatif, moi c'est un peu inaccessible, quoi. C'est-à-dire que les gens se sentent exclus. On ne se sent pas de ce monde-là, quoi. On ne se sent pas le bienvenu. Et ça, c'est dommage parce que, voilà. Bon, en même temps, le luxe, c'est aussi le positionnement c'est vraiment le haut du panier, entre guillemets. Donc, ça reste quand même quelque chose qui doit être encore désirable, un peu inatteignable, parce que si tu, ça peut pas niveler par le bas, tu vois. Tu es obligé de niveler par le haut avec le luxe. Toujours. Sinon, voilà. Et toi, pour ça c'est quoi ta définition concrète du luxe? Oh là, alors ça c'est toujours très compliqué. C'est super vaste, moi j'en ai une totalement différente. Le luxe, c'est Jean-Louis Dumas, le président d'Hermès, qui disait le luxe c'est ce qui se répare. Mais le luxe pour moi c'est un moment, c'est où la raison abandonne et que le désir est plus fort, quoi. Et qu'à un moment, tu vas acheter ça parce que c'est juste, c'est une émotion qui te touche et puis tu peux pas faire autrement, quoi. Et c'est vrai. Et on a tous besoin d'inspiration, de beauté, de désir dans ce monde. Et c'est ce qui nous fait probablement nous lever et continuer à vivre le matin. Donc voilà. C'est quand la raison abandonne le luxe. C'est pas mal, ça en vrai. Je l'aurais pas vu comme ça. Moi je le vois, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, parce que moi en fait pour moi le luxe c'est même pas un truc de matériel. Moi je le vois encore plus philosophique que ça, c'est dès que tu as un confort supplémentaire, dès que tu as une facilité. Par exemple, moi, mon plus grand luxe pour moi, c'est le temps. Je suis complètement d'accord avec toi. Le temps, on a pu le voir aujourd'hui. Ton rêve, c'est d'avoir plus de temps. Mais moi, pour moi, c'est d'avoir en fait toujours une solution pour avoir le plus de temps possible. Et pourquoi tu veux du temps? Parce que tu veux aussi du temps pour toi. Exactement. Voilà. Donc c'est quelque part ce temps qui te manque, c'est un temps pour être bien avec toi, pour s'occuper de toi, pour prendre le temps de vivre tout simplement, pour le temps de profiter. Mais je sais pas, c'est tellement philosophique. On court toujours après tout. Et voilà, le temps d'être soi, le temps d'être juste bien. Le temps d'être pre-loved. Le temps d'être pre-loved. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Moi je la connais, genre ça me voit pas, c'est pour ça que je l'ai Alors c'est ma montre, comment on s'appelle ça, quand on a un jubilé, voilà. J'ai travaillé 22 ans chez Richemont. Et donc c'est ma montre jubilé, donc c'est une tank américaine en or rose. Et sur le cadran, il y a marqué 20 ans. Ça j'adore. Et elle est gravée en mon nom. Et voilà, donc elle m'a été offerte pour mes 20 ans de carrière dans le groupe.
et à la tête du Salon international de la haute horlogerie à Genève. C'est fou quand même, ils t'ont fait. C'est pas mal comme cadeau quand même. C'est pas mal comme cadeau, ouais. J'ai été très gâtée, ouais. Je suis vraiment contente de vous avoir rencontré. Grave. Ça s'est fait un peu, je sais pas comment en fait. Ben, c'est toi que j'ai connecté. Non. En fait, et tu m'as après, c'est branché, toi qui m'as présenté Lucas. Oh ouais, dans le sens là, en fait, c'est Watch Certificate qui nous a mis en relation. Ah ben voilà. C'est exactement comme ça. C'est Watch Certificate qui m'a mis en relation avec toi. On a fait un call avec Agnès, etc. Exact. Et on avait débriefé justement de. Voilà. Et c'est toi qui m'as mis en relation avec Lucas. Bah en fait, ouais. Voilà. C'est après, c'est moi et enfin toi et moi, on a eu l'idée de créer faire le espace. corner, exactement. Et après, j'ai eu la flemme de le faire tout seul. J'ai appelé Lucas. Non, mais parce que c'est Lucas qui a tout fait. Les déjeuners, tu les as fait avec Lucas. J'étais pas là. J'étais à l'autre bout du monde. J'avais trop la flemme. Genre, c'est pas que j'avais la flemme. Non, mais pas le temps. en tout cas, c'est un chouette corner. Vous avez eu beaucoup de succès. Il y a beaucoup de gens qui sont venus. Je sais que voilà. Et puis c'est vachement sympa. Vous êtes tous une bande super sympa. Franchement, donc ça, je tiens à le dire. Et justement, qui permet de décomplexer un peu le truc, quoi. C'est-à-dire, on va retomber les barrières et se dire, bah voilà, explique-moi, même si j'ai pas les moyens d'acheter cette montre, explique-moi, fais-moi rêver, puis peut-être qu'un jour j'aurai les moyens. Ouais. Non, mais c'est à peu près ça. Et surtout, ce qui est très important, c'est que nous, les nouveaux marchands, on travaille tous ensemble. Enfin, on essaye, la nouvelle génération, de bosser tous ensemble. Par exemple, là, nous, ce qu'on s'est dit, bon, peut-être pas aujourd'hui, mais il ne faut pas qu'on retourne à nos vies d'avant, parce qu'on a vraiment vécu un truc qui est hyper fort. Il s'est passé. Oh, mais je suis tellement contente de ça. Tu vois, et c'est génial. Non, c'est hyper parce que c'est exactement le but du salon. Ouais. C'est que les gens se connectent entre eux et se disent, mais attends, on est tellement meilleurs, on est tellement plus fort, on est tellement plus performants. Mais c'est clairement comme ça que ça marche. Mais dans l'horlogerie. Et donc créer ces connexions, moi, c'est tout ce que j'aime. En fait, c'est que et j'ai vu sur le salon aussi, il y a eu déjà des choses comme ça, par exemple, des connexions entre certains des artisans qui sont présents dans le lab et par exemple des destinations de Barnes dans l'art de vivre. Ouais. Tu vois, il y a énormément de connexions. Des gens qui font Michael Works, par exemple, qui fait du cuir de champignons, qui a des applications dans l'art de vivre, dans le design, des collaborations. Chapeau G qui remet au goût du jour les malles cabines, sustainable, complètement des malles cabines juste là. Ah, faut que je me présente. Exactement, où tu peux justement faire voyager tes montres, tes trucs, tu peux mettre ton ordinateur, donc c'est complet. Il est juste là. On va aller le voir après. Voilà. Donc pour dire qu'aujourd'hui, en fait, sur ce salon, l'idée c'est que non seulement évidemment il y a une clientèle qui vient et qui peut apprécier et consommer, et puis on peut venir acheter, mais on peut venir aussi sourcer. Et on peut venir avec sa montre ou son bijou ou son sac et ça troque. Ça troque grave. On peut revendre. Comme dans les bourses, comme dans les salons. Exactement. Et surtout, ce que je disais, c'est qu'aussi les exposants peuvent travailler ensemble. Énormément de contacts intéressants qui sont faits entre exposants. Bah nous, on travaille tous ensemble, mais en fait, on travaille tous ensemble, comme je te le disais, vraiment, les marchands, on essaie tous de... Les clients, ils ont du mal à aller autre part que chez là où ils ont l'habitude d'aller. Évidemment. Comme un artisan, comme un coiffeur, comme un boucher, peu importe. Et bien sûr. Et en fait, à lieu de perdre un client, on préfère tous manger un petit peu du gâteau et se trouver des pièces. On a tous des spécialités différentes. Exact. Et c'est tellement vaste comme milieu. Et puis vous êtes finalement pas forcément en compétition parce que toi, tu as des pièces que l'autre n'a pas et donc voilà. On n'est jamais en compétition, mais par contre, il y a les envies changent et donc des fois, moi j'ai plein de clients que j'ai envoyés à des confrères. Bien sûr. J'en ai plein. Et parce que je savais derrière que ça me rendra bien l'appareil. Nous, il faut vraiment partager. Et c'est le problème de l'ancienne génération, etc. C'est que ça reste très restreint, alors qu'il faut être très ouvert. C'est pour ça que nous, on va essayer d'organiser un petit truc pour très bien. renforcer les liens. Génial. Merci Mathéo. T'es un amour. Toi aussi.